Ce que j'appelle païen, c'est la perméabilité du monde entre les hommes, les dieux, les animaux, les plantes, et cette ordonnance-là qui fait qu'on peut passer de l'un à l'autre, mais que tout est dans l'ordre. Et c'est ordre et beauté, luxe, calme et volupté, si vous voulez, pour reprendre Baudelaire. Là, nous avons le plaisir, vraiment l'honneur de recevoir Barbara Cassin. Bonjour madame. Alors on dit en grec ancien, on dit bonjour, kairé. Oui. Réjouis-toi, prenez le micro. Kairé, on dit réjouis-toi, alors qu'en latin on dit valé, porte-toi bien, c'est déjà moins marrant. C'est mieux alors en grec. Hein. Oui. Oui. Alors je vous présente rapidement, vous êtes philosophe, philologue, vous êtes notamment l'auteur de, alors je vous cite quelques livres, L'effet sophistique paru en 95 chez Gallimard, Le vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles au Seuil en 2004, La nostalgie, quand donc est-on chez soi, Ulysse, Aîné, Arendt chez Autrement en 2013, L'éloge de la traduction chez Fayard en 2016, et Quand dire, c'est vraiment faire, Homère, Gorgias et le peuple arc-en-ciel, apparaître chez Fayard dans les prochains jours, le 5 novembre, c'est celui-ci. Je ne sais pas si on pourra le trouver après, mais en tout cas, vous allez signer juste après. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ah, d'accord, mais ce sont les épreuves, ça. Hein. Alors, vous avez été élu à l'Académie française en mai dernier. Vous avez reçu la médaille d'or du CNRS le mois dernier. Là, l'année 2018, vous êtes béni des dieux. Là. Oui, c'est assez étrange. Vous avez tout en même temps, quoi. Ouais, ça, c'est normal parce qu'on ne prête qu'aux riches. D'accord. Et vous savez quand vous allez faire le fameux discours ou pas ? Soit juin, soit septembre. Et la médaille d'or, c'est à la fin du mois de novembre, le 29. D'accord. Ouais. C'est une question qu'on se pose toujours quand on parle de textes anciens, que ce soit latin ou grec d'ailleurs. De quels matériaux vous disposez ? Est-ce que ce sont des corpus entiers ou ce sont des traductions, des retraductions, des bouts de phrases ? Sur les sophistes, par exemple. Oui, c'est très différent selon les auteurs. Il y a des auteurs canoniques comme Platon, Aristote, ça ne veut pas dire que ça soit simple, hein, mais au moins ça a été tellement labouré par les siècles qu'on arrive à des choses relativement solides. Et on a conservé beaucoup de leurs œuvres. Alors que les sophistes, par exemple, dont vous parlez, et les présocratiques, mais les sophistes parmi les présocratiques, c'est-à-dire ceux d'avant Socrate, on a très peu de choses. On a des choses qui sont conservées par leurs ennemis, déjà. Donc c'est très, très intéressant. On a si vous voulez, ces quelques os épars qui seraient trouvés par un paléontologue, mais qui n'aurait pas envie de le reconstituer, le dinosaure, ou qui voudrait lui mettre la tête à la place de la patte. Donc c'est assez compliqué. Et pour Protagoras, par exemple, dont tout le monde sait qu'il a dit « l'homme est la mesure de toute chose », tout le monde, en tout cas, il y a des livres entiers de Platon, d'Aristote, de Sextus Empiricus, etc., pour commenter cette phrase, eh bien on n'a guère que cette phrase. Et on l'a dans une ou deux ou trois versions différentes. Une phrase. Une phrase. L'homme est la mesure de toute chose. Et chose... Crématone, c'est la même chose, c'est le même mot qui dit les richesses, crémata, les richesses, mais qui dit aussi les choses dont on sert, keir, qu'on utilise avec la main. Donc on a pantone, crématone, de toutes les choses, métron, anthropos, l'homme est mesure. Bon. Et puis ensuite, on rajoute un bout de phrase qui est parfois transmis, parfois non, de celles qui sont qu'elles sont, de celles qui ne sont pas qu'elles ne sont pas. Et à ce moment-là, on dit ah, le grand ontologue, regardez, c'est un grand métaphysicien. C'est Heidegger qui dit ça, par exemple. Ou bien on comprend crématone comme justement c'est les choses dont on sert et dont l'homme, que l'homme utilise. Et de celle-là, évidemment, il est la mesure, y compris du sens des mots. Bon. Donc vous voyez, il y a parfois tout un corpus, parfois une toute petite phrase. Mais cette petite phrase, elle peut donner lieu à un immense corpus d'interprétation.
Non, mais merci d'avoir cité des mots grecs, parce que vous allez occuper le fauteuil de Philippe Beaussan, donc, hein, qui était un musicologue et spécialiste de la musique baroque. Et à propos de ça, justement, je pensais, on en a parlé juste avant, quand on lit un texte original, bon, je pensais par exemple Au cœur des ténèbres de Conrad. Vous savez, le passage où Marlowe descend le fleuve pour rejoindre Kurtz. Et en anglais, il y a des sonorités en S qui suggèrent la reptation, la sudation, le glissement, etc. Et je me demandais si, quand vous travaillez sur des textes grecs anciens, la sonorité influe ou pas sur le sens des mots ou de la phrase. Mais quand on travaille n'importe quelle langue et n'importe quel texte qui est vraiment un texte. Je me souviens d'une phrase d'Homère, c'est lorsque Thétis, la mère d'Achille, sait que son fils va mourir et elle commence déjà à le pleurer. Elle dit « Oxu de cocusassa ». Bon, ça c'est une femme. Et Achille, qui n'est pas encore mort, fait « Baru destenakonton ». Bon, et vous entendez bien la différence de sonorité. Donc, bien entendu, elle joue tout le temps. Et elle joue dans tout texte et dans toute langue. Et c'est même ça qu'il n'est même pas question de traduire. Mais il est question de rendre une ambiance, de rendre... voilà. Et quand vous forcez la voix comme ça d'Achille, c'est de l'intuition. Oui, enfin, c'est parce que... Baru, vous l'entendez, je peux le dire, Baru destenakonton. Vous entendez bien que ça ne marche pas. C'est vraiment Baru destenakonton. Bon. Et Oxu de cocusassa. Alors, les sophistes, dans l'effet sophistique, vous définissez un peu ainsi les sophistes. Je cite, « Ils choisissent d'être des éducateurs professionnels, étrangers itinérants, qui font commerce de leur sagesse, de leur culture, de leurs compétences, comme les étaillir de leur charme. Ce sont en même temps des hommes de pouvoir qui savent comment persuader des juges, retourner une assemblée, mener à bien une ambassade, donner ses lois à une cité nouvelle, former à la démocratie, bref, faire œuvre politique. » Et dans les documents à la fin du livre, vous citez un texte de Philostrate, donc du IIIe siècle après Jésus-Christ, donc qui est bien postérieur, qui dit des sophistes qu'ils introduisent toujours leur discours par « je sais, j'ai conscience, j'ai depuis longtemps observé, etc. » Alors, bon, c'est une question à laquelle vous vous attendez probablement, mais quand vous avez travaillé sur ces textes politiques, donc sur la rhétorique politique, quel regard vous portez sur la rhétorique politique d'aujourd'hui et les discours politiques d'aujourd'hui qui ne sont pas ou qui ne sont plus ce qu'ils étaient avant? Quel regard vous portez là-dessus? Ouais, c'est un peu compliqué. Plus qu'ils étaient avant, j'en suis pas sûre. Je veux dire, là, vous avez cité des choses différentes parce que ça concerne la première et la seconde sophistique. La seconde sophistique, c'est un drôle de mouvement, beaucoup plus tardif, vous l'avez dit, qui a inventé le roman. Bon, ils ont inventé des genres. C'était très extraordinaire. C'est-à-dire que de toute façon, ça travaille sur la vérité, autour du rapport entre ce qu'on croit être vrai, la vérité avec un grand V, et puis bon, les vérités. Et Hegel dit des sophistes en général que c'est les maîtres de la Grèce. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que quand il explique ce qu'il veut dire, il dit c'est à la fois les maîtres en culture, ils enseignent la culture, et c'est les maîtres en politique, ils enseignent le politique. Ils enseignent à parler, et donc pour Hegel, et je crois c'est vrai, l'une des bonnes définitions du politique en grec, c'est qu'on parle. C'est qu'on parle ensemble, une agora, une cité, c'est un monde de paroles qui s'entrecroisent. Même Burckhardt dit, un des maîtres de Arendt, dit c'est le monde le plus bavard de tous. Bon. Alors, vous voyez bien qu'on est immédiatement chez nous en un sens, c'est-à-dire que la politique, c'est un monde qui parle. Hein, et c'est mieux que ça parle plutôt que ça se taise, hein, et que le silence soit imposé. Bon, donc on va dire que l'aspect démocratique, c'est quand même... Alors, il y a un truc qui m'est toujours resté, c'est une image drôle qui dit la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours.
Bon, c'est pas complètement faux. Donc on peut être en politique dans le cause toujours, mais c'est quand même moins grave que d'être dans le ferme ta gueule. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe que les politiques, j'aime plutôt mieux qu'ils parlent. Maintenant, qu'ils disent la vérité, c'est encore autre chose. Et là, on est confronté à peut-être à de nouveaux défis avec les fake news. C'est-à-dire que, bon, quand quelqu'un investi par le pouvoir politique vous assène tranquillement des choses dont on peut prouver qu'elles sont fausses, ça devient grave. Parce qu'on n'ose même plus prouver qu'elles sont fausses. Mais quel est le politique qui fait vraiment autrement ? Quel est le politique qui s'épargne ça ? On aura du mal à en citer un. Et pourtant, le discours de vérité, c'est souvent un argument qu'ils avancent pour expliquer un programme. Absolument. C'est-à-dire que moi, je vais tenir mes promesses, et moi, ce que je vous dis est vrai. Bon, simplement, eh bien, c'est faux. Parce que vous citez un chiffre qui est terrifiant dans un de vos livres, c'est une enquête du Washington Post, je crois, qui a relevé qu'il y avait à peu près 4500 fake news en quelques 500 jours de la présidence de Donald Trump. Oui. Donc ce qui équivaut à peu près à 7 mensonges par jour, ce qui est un record quand même. Alors ils disent pas mensonges, hein. Oui. Enfin. C'est là où ça devient très, très subtil et au fond très dégoûtant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manières de dire que c'est pas vrai. Et dans le même article du Washington Post, le rédacteur en chef, ou dans un autre article, je ne sais plus, dit moi je me méfie, je n'utiliserai pas le mot lie. Bon, mais alors c'est contre-vérité, ça veut dire quoi ? Enfin, moi je me suis toujours demandé ce que ça pouvait vouloir dire, contre-vérité. C'est vrai ou c'est faux ? Ah non, il y a beaucoup de nuances. Et au fond, il y a les vérités qui servent, dites à un moment donné. Est-ce que ça devient des mensonges ? Bon. Et on dit plus fake news maintenant, on dit infox, je crois. C'est très joli en français. Hein, oui, c'est plus joli. C'est une très belle invention. Oui. Vous pensez qu'une loi pourrait faire quelque chose contre ça, contre la propagation justement des infox ou pas ? Et d'ailleurs, comment interviendrait-elle ? Je pense que je ne sais pas si une loi pourrait faire quelque chose. Je sais qu'il en est question. Ce que je crois, c'est qu'il va y avoir un nombre considérable d'effets pervers de cette loi. Mais peut-être qu'elle est quand même mieux que rien. Je ne sais pas. Donc là, vraiment, il faut étudier les scénarios les uns après les autres et regarder ça de tout près. Évidemment que on se rend compte ou on craint que la liberté de parole et de presse soit menacée. Mais quand on regarde ce qui se passe avec la liberté de parole aux États-Unis, qui est préservée par je ne sais plus quel amendement, il y a des ruses incroyables. C'est-à-dire qu'on vous explique que non, ça c'est pas de la parole, c'est des actes et que alors là on a le droit de les faire. Par exemple, Judith Butler, dans un de ses livres assez récents, décortique un peu les choses et montre comment brûler une croix dans le jardin d'une famille noire pour essayer de leur signifier à quel point on les déteste et à quel point on voudrait les expulser, eh bien, ça ne tombe pas sous le coup de l'amendement, parce que c'est un acte et pas une parole. Bon. Vous voyez, ce genre de choses. Ou comment réguler les frontières entre des choses aussi fines et dont on peut toujours travailler. Les passages, les translations, il suffit de... Bon, on sait à quel point, au fond, trouver le chef d'imputation est une chose à la fois problématique et géniale. Moi, je me souviendrai toujours de cette femme qui avait volé dans un supermarché pour nourrir ses enfants. Enfin, elle avait volé de la viande et je ne sais quoi, et du lait. Et son avocat l'avait défendue en invoquant l'obligation alimentaire. Et donc, du coup, elle avait été évidemment reconnue non coupable.
Donc voilà, c'est pour ça que fake news, comment vous imputez exactement où passent les frontières, etc. Quelle prudence il faut avoir. Mais peut-être que faire une loi contre, si elle est vraiment très bien faite, mais je ne sais pas comment elle pourrait être faite, peut indiquer que là, il y a quelque chose dont on ne veut pas. C'est tout. Alors, retournons en Grèce et chez Homère. Vous racontez, enfin vous développez tout un passage de Ulysse quand Ulysse arrive sur la côte des Phacéens et rencontre Nausicaa. Je voudrais que vous nous en parliez. Ah oui, c'est un très beau passage. C'est parce que là, j'ai fait un livre, le dernier livre, là, donc celui-là, qui s'intitule « Quand dire, c'est vraiment faire ». Et je me suis... Bon, c'est évidemment un livre qui se passe... ou qui se place sous l'égide de Austin, qui est un philosophe anglais, qui a travaillé le performatif. Vous savez, le performatif, c'est une chose très simple, c'est quand la personne adéquate vous déclare unie par les liens du mariage, eh ben vous l'êtes. Bon. Quand le juge dit « la séance est ouverte », eh ben elle est ouverte. Qu'est-ce qui se passe quand dire, c'est faire? Et j'essaye d'élargir ça, justement, à la rhétorique, à la poésie, à la politique. Donc de faire que cette petite pointe d'iceberg qui est je te baptise ou bien la séance est ouverte, qu'on essaye de voir comment ça se passe dans le quotidien et dans le politique. Et la première scène que je trouve, alors il y a une scène qui est connue de tous, chez nous du moins, c'est Fiat lux, que la lumière soit, aurait dit Dieu dans la Bible, et donc la lumière fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le performatif chrétien. Et j'ai trouvé, quelque part, à peu près à la même époque, chez Homère, un performatif païen. Le performatif païen, c'est la scène dont vous parlez. C'est Ulysse, qui est naufragé, c'est le seul survivant, de 20 ans après, il essaye toujours de rentrer chez lui, bon, et il est échoué sur un rivage, mais quasi mort. Et puis il s'endort d'épuisement et il est réveillé par un ballon qui lui tombe dessus. Et en fait, c'est des jeunes filles, dont Nausicaa et ses servantes, qui jouent sur le bord de la plage, en train de laver le linge. En attendant que le linge sèche, elles jouent. Elle joue au ballon, le ballon le réveille. Il n'est pas arrivé par hasard, le ballon, quand même. Non, il y a une déesse aux yeux verts qui est derrière. Il y a une déesse qui fait en sorte que les jeunes filles aillent laver le linge à ce moment-là, et donc qu'elles jouent au ballon à ce moment-là, et que clac. Bon. Donc, Ulysse, tout nu, voit ces jeunes filles. Il se redresse, et il casse une branche pour en voiler sa virilité. Je reprends la traduction habituelle de Bérard. Et toutes les jeunes filles s'enfuient en criant de peur, sauf une, Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens, qui reste debout et qui n'a pas peur. Et alors Ulysse, c'est une question de vie ou de mort, il faut qu'on l'aide. Donc il invente, dit le texte, ce discours qui gagne, Kerdaleon mutos, ce discours plein de gains. Ce discours plein de gains, c'est pour moi le performatif païen. Donc, au lieu d'aller prendre les genoux de la jeune fille, qui est le geste qui sauve dans la tradition grecque et pas seulement grecque, c'est le geste du suppliant. Quand on prend les genoux de quelqu'un, on ne peut plus, on doit vous protéger. Vous mettez, si vous voulez, à sa merci, mais on vous doit protection. C'est le geste du suppliant. C'est très joli parce que les genoux gonus en grec, c'est la même chose que gignomai, qui veut dire naître. C'est l'endroit où on pense que la génération, quelque chose de l'ordre de l'engendrement, a lieu. Pas qu'on ne savait pas qu'on faisait l'amour, etc. Mais c'est là que ça se passe quand même. Quelque chose là se passe. Bon. Donc il va, normalement, un suppliant prend les genoux. Et là, Ulysse invente le discours qui gagne. Il dit « Je te prends les genoux ». Et même d'un verbe un tout petit peu étrange, il dit, si j'avais à le traduire littéralement, il dit « je te genouille ». Bon. Et ça continue, que tu sois femme ou déesse, etc., car jamais mes yeux n'ont rien vu d'aussi beau. Si, un jour, à Délos, le jeune fut d'un palmier qui montait. Bon.
magnifique. C'est un cantique des cantiques, si vous voulez. Et il continue, je te genouille, car j'ai trop peur de te prendre les genoux. Donc, il substitue à ce geste qu'il ne pouvait pas faire, lui tout nu avec une jeune fille qui l'aurait vraiment affolé, il lui substitue la parole. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport au pouvoir de la parole. Donc, j'essaye de déployer ça comme le performatif païen, le premier performatif païen. Je te prends les genoux, je te genouille, car j'ai trop peur de te prendre les genoux. Et pour que ça puisse se passer, il faut tout un cosmos, c'est-à-dire tout un ordre du monde. L'ordre du monde, vous l'avez déjà entendu quand je dis que tu sois femme ou déesse. Tu es belle comme le jeune fût d'un palmier. Et elle lui répond, oh, on dirait un lion. Bon. Et puis ensuite, elle dit, oh, on dirait un dieu quand il est lavé. Ah, on dirait un dieu qui laboure les champs du ciel. Bon. Donc, ce que j'appelle païen, c'est la perméabilité du monde entre les hommes, les dieux, les animaux, les plantes, et cette ordonnance-là qui fait qu'on peut passer de l'un à l'autre, mais que tout est dans l'ordre. Et c'est ordre et beauté, luxe, calme et volupté, si vous voulez, pour reprendre Baudelaire. Et donc, voilà, il y a quelque chose comme ça qui se passe dans cette scène qui est extraordinairement fort. Et donc, j'y vois le performatif païen que je caractérise comme ça, c'est celui qui arrive en face peut être un dieu. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que Ulysse, on le dit, le divin Ulysse, mais c'est pas une simple épithète de nature. Enfin, je veux dire, c'est pas une simple épithète, ce qu'on appelle les épithètes homériques, très mal. Ça veut dire, bon, on dit ça parce que ça fait les bons vers, hein. Ça fait, odios odysseus. Bon. Non, c'est quelque chose qui en dit très long. L'homme est divin. Celui qui arrive en face, ça peut être un dieu. Et c'est bien ça la perception païenne de l'ordre du monde. Et ça, c'est très beau. Et ça, elle nous manque. Elle nous manque. C'est pas la même chose que de dire l'homme a été créé à l'image de Dieu. Oui, mais enfin bon, ceux-là, vous pouvez les laisser se noyer quand même. Non. Là, c'est celui qui arrive en face, considérez-le comme un Dieu. Donc ça, c'est très beau. Mais Homère, il enseigne à parler, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans Ulysse, par exemple, c'est qu'à chaque fois qu'Ulysse arrive quelque part, il y a un dialogue qui s'instaure. C'est d'où viens-tu, quel est ton métier, de quel pays viens-tu, etc. Mais ça, vous le trouvez dans beaucoup de traditions, et de traditions orales. On doit se présenter, et on se présente comme ça. Oui, bien sûr, il y a un dialogue qui s'instaure, et puis il y a même ensuite, souvent, un long récit des tribulations qui existent parce qu'on les dit, et on les dit à chaque fois d'une manière différente, selon l'interlocuteur, et il se passe des choses différentes. Donc c'est ça qu'en dire, c'est vraiment faire. C'est produire du monde, produire un certain monde en parlant. Alors avant d'arriver, dire c'est vraiment faire, avant d'arriver à un épisode historique dont vous allez nous parler après, ce chapitre, cet épisode Ulysse et Nausicaa avait été repris par James Joyce dans son Ulysse aussi. Alors c'était même un passage érotique, hein, carrément. Est-ce qu'il vous arrive, en lisant des romans, en lisant de la littérature, de voir, de deviner des questionnements auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé en tant que philosophe ? Ah, tout le temps. Bon, pour moi, il y a, si vous voulez, les frontières disciplinaires sont vraiment douteuses. Et elles le sont depuis toujours. Elles le sont depuis l'Antiquité. On considère que Parménide, 5e siècle avant Jésus-Christ, est l'origine de la philosophie. Du moins, c'est ce que nous dit tout le temps Heidegger. Bon. Qui est quand même, pour qui j'ai la plus grande méfiance et que par ailleurs je déteste, mais que je considère comme vraiment un grand historien de la philosophie. Bon. Donc pour Heidegger, Parménide est l'origine de la philosophie. Le poème de Parménide, il dit que ce sont des vers qui permettent qui nous obligeraient, si on les lisait vraiment, à faire flamber des bibliothèques entières. Bibliothèques entières qui servent à rien.
Donc voilà, dans son poème, Parménide, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, décrit, fait arriver quelque chose comme l'être, est. Il commence son poème comme ça, est. Et puis ensuite, est, l'être, et il décrit l'être qui est, to eon. Et il le décrit comme une sphère qui est solidement plantée dans le sol, dans la limite de liens puissants. Vous trouvez que ça va, vous, pour une sphère de l'être, pour un truc abstrait ? Ben non, ça va pas. Sauf que c'est un palimpseste, comme très souvent, c'est-à-dire ça reprend un texte antérieur, comme très souvent les textes grecs, et c'est ce que veut dire culture. Culture, ça veut dire savoir tout ce qu'il y a eu avant et pouvoir s'en servir, et l'avoir à sa portée. Eh bien, ça reprend de l'Homère. Et ça reprend la description qu'Homère fait d'Ulysse, lorsque Ulysse, sur son bateau, vous connaissez cet épisode, il passe au large des Sirènes, et il a bouché les oreilles de ses rameurs avec de la cire, et lui, il s'est fait attacher à son mât pour que tout le monde ne fasse pas comme tous les autres marins, c'est-à-dire plonger pour aller écouter les sirènes et les voir de plus près. Bon, pour se laisser charmer. Donc, pour refuser le charme, il met de la cire dans les oreilles de ses rameurs, mais lui, il écoute. Mais pour ne pas sauter à la mer, il se fait attacher à son mât. Eh bien, ça, c'est les mêmes mots que Parménide réutilise. Empedon autoti mimno, dans la limite en peraisides moisin, dans la limite de liens puissants. Donc, voilà. Vous voyez bien que le lien entre la littérature, la poésie homérique, le mythe, le mythos, le récit homérique, et ce qu'on appelle la philosophie, il est tout le temps présent. Et il veut dire quelque chose. Et à chaque fois, il faut comprendre ce que ça veut dire. Comment est-ce qu'on dit l'identité comme ça ? Pourquoi on l'a dit comme ça ? Donc, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas de frontière entre la littérature et la philosophie. Il y a des frontières labiles qu'il faut travailler. Et c'est comme ça que c'est intéressant. Mais la poésie, vous l'avez rencontrée assez tôt, puisque vous avez rencontré René Char. Oui, mais j'ai rencontré René Char, mais même j'écrivais des poèmes quand j'avais 7 ans, quoi. Je veux dire, comme tout le monde. On va les publier d'ailleurs. Hein. Ah, bah, j'ai jamais trouvé d'éditeur, je peux les comprendre d'ailleurs. En 1993 a été créée la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, donc, qui avait été présidée par Desmond Tutu, l'archevêque de Johannesburg, prix Nobel de la paix. Et donc là, il ne s'agissait plus de mensonges, il s'agissait de dire les mots, de dire la vérité. Hein. Donc la réalité de l'apartheid et de ses tortures, pour construire une autre réalité dont on espérait qu'elle serait celle de la réconciliation, en quelque sorte. Et vous dites dans votre dernier livre, en parlant de cette période, que les mots ont fait les choses, que ça a été une politique de la parole. Oui. Oui, d'ailleurs, bon, je voudrais relier ça à la sophistique. Bon, Gorgias, le grand sophiste, dans l'éloge d'Hélène, c'est-à-dire le discours, alors là, qui est conservé en entier, parce qu'il a bluffé tout le monde. Bon, dans ce discours, il dit que Hélène, la plus coupable des femmes, celle qui a suivi son amant et qui a déclenché la guerre de Troie, bon, Hélène est innocente. Et il explique pourquoi. Bon, parce que c'est de la faute des dieux, parce qu'elle a cédé à la force de l'homme, parce que elle a écouté son discours, et que ce n'est pas de sa faute si elle s'est fait persuader. Et il dit cette phrase extraordinaire, le discours, logos, est un grand puissant, un grand tyran, un grand dynaste, qui, avec le plus petit et le plus inapparent des corps, produit, performe les actes les plus divins. Donc voilà cette phrase. Eh bien, maintenant, je vais vous faire entendre, je vais vous citer une phrase de Desmond Tutu. Desmond Tutu, qui présidait la commission Vérité et Réconciliation, archevêque du Cap, dit on pense d'habitude que le discours dit la réalité. La commission n'est pas de cet avis. Incroyable. La commission n'est pas de cet avis. Elle pense que le discours, rhétorique et parole, construit la réalité. Bon. Alors, on le sait, que parler, ça fait des choses. Ça produit
quelque chose de l'ordre du réel. Il ne suffit pas de parler pour faire du réel, et tout le réel ne vient pas de la parole, bien sûr, mais parler, ça change le monde. Et l'idée de la commission Vérité-Réconciliation, c'est que par un entrecroisement de paroles, qui est exactement la manière dont je vous décrivais la cité grecque, par un entrecroisement de paroles, on allait produire du nouveau, à savoir le peuple arc-en-ciel. Et c'est bien ce qui s'est produit. Je ne dis pas que ça suffit, je ne dis pas que ça a suffi, mais c'est le dispositif qui a été mis en place par la commission Vérité et Réconciliation. Il fallait révéler tout le passé et partager un passé commun. Et à partir de là, c'était le socle qui donnait. Alors, la phrase de Tutu est très belle. C'est « Enough of the truth for », assez de vérité pour construire le peuple arc-en-ciel. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, c'est-à-dire que ça s'est fait dans la plus grande, ils appellent ça aussi « full glare of publicity », la plus grande visibilité publique. C'est très important, on pourra y revenir, mais c'est très important que, évidemment, ça soit partagé par tous. La commission Vérité et Réconciliation, elle était retransmise tous les soirs et le dimanche en particulier, enfin les moments les plus forts étaient retransmis à la télé. Elle passait de ville en ville. Ça s'est passé dans toute l'Afrique du Sud. Et il y avait des grandes banderoles dans les salles où elle avait lieu, qui étaient « Revealing is healing », révéler c'est soigner. Et on disait même que c'était une psychanalyse à l'échelle d'une nation. Donc, il fallait parler, il fallait dire et échanger des mots. Et les coupables, les perpetrators, ceux qui avaient commis des crimes, et les victimes, quand elles étaient vivantes, ou leurs parents, ou leurs proches, se retrouvaient dans les mêmes salles et échangeaient les mots qui reconstruisaient ce passé commun avec les tonnes d'archives détruites et avec les morts enfouis on ne sait où. Donc, quelque chose s'est passé avec le seul discours, quelque chose de l'ordre d'une reconstruction nouvelle d'un nouveau peuple qu'ils ont appelé le peuple arc-en-ciel. Ce type de grand procès, il y avait deux références auxquelles tout le monde pensait, c'était Nuremberg, donc en 1945, et puis il y a eu le procès Eichmann. Mais là, à Nuremberg, les dignitaires nazis n'ont rien dit, hein, donc oui. les paroles n'ont pas eu lieu. Oui. Mais là, il fallait que tous les mots fussent dits. Oui, alors l'option Nuremberg avait été écartée d'emblée. Alors d'une part pour des raisons matérielles, c'est-à-dire que ça aurait été trop cher, ça aurait duré trop longtemps, mais d'autre part pour des raisons de fond, parce qu'à Nuremberg, il y avait des vainqueurs et des vaincus. Et là, ils ont saisi l'instant T, ils le disent comme ça, où il n'y avait ni vainqueur ni vaincu, pour des raisons pragmatiques aussi, parce que les élections libres ne se seraient jamais tenues si tous ceux qui avaient la force publique en main savaient, auraient su qu'ils auraient dû être condamnés, ce qui était le cas. Hein. Donc c'est la force et la faiblesse de la commission Vérité et Réconciliation. C'est-à-dire qu'au fond, il y a eu... Alors l'idée, c'était qu'on amnistierait tous ceux qui disaient tout ce qu'ils savaient. Y compris les tortures qu'ils avaient pratiquées. Y compris les tortures, et d'abord les tortures. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait full disclosure, totale ouverture, qu'on dise tout. Et ceux qui disaient tout étaient amnistiables et donc amnistiés. Et ceux qui ne disaient pas étaient condamnables, et à ce moment-là, c'était très grave. Bon, et donc, à cause de ce dispositif, tout le monde avait intérêt à tout dire. Si vous voulez, c'était un dispositif extraordinaire, parce que ceux qui devaient cacher, ceux qui, par exemple, à Nuremberg, se taisaient, là, ils devaient parler pour sauver leur peau. Et ils devaient parler, et en parlant, ils devenaient cofondateurs de la nouvelle Afrique du Sud. C'est aussi grâce à eux que ça pouvait se faire. Et donc, vous voyez cette transformation incroyable, ce dispositif de parole qui fait, au fond, tourner le mal en bien. Et c'est ça, how to turn,
comment faire tourner les mauvaises choses, les torts faits à l'homme en bien pour l'homme. C'était ça la question. Et c'était ça, au fond, une ruse suprême, hein, une ironie de parole. Le mot Desmond Tutu a employé très souvent le mot ironic truth, vérité ironique. La vérité ironique, c'est que ceux qui devaient cacher étaient obligés de dire. C'est quand même assez génial. Hein. Mais c'est une démarche unique, c'est arrivé nulle part ailleurs, ça. Ensuite, il y a eu des commissions qui se sont inspirées de cette commission Vérité-Réconciliation, et il y en a eu d'autres avant qui proposaient l'amnistie, mais elles n'avaient pas cette intelligence, si vous voulez, d'obliger à la full disclosure, à tout dire. Et puis il y en a eu d'autres après. Donc il y a eu les tribunaux Gachassa au Rwanda, où il y a eu des juges d'Afrique du Sud, ou des commissionnaires, parce qu'on ne les appelait pas des juges, des commissaires, si vous voulez, qui présidaient ces commissions. Et puis, par exemple, il y a eu beaucoup de commissions de réconciliation qui ont été faites après. Il y en a eu au Maroc, il y en a eu dans beaucoup d'endroits, au Burkina Faso. Mais à chaque fois, ce qui n'était pas demandé, c'était la full disclosure. Parce que, par exemple, au Maroc, il n'était pas question de dire qui vous avez torturé. Donc, bon, voilà, d'une certaine façon, là, d'accord, il pouvait y avoir des compensations financières, il pouvait y avoir, on pouvait être réhabilité, si vous voulez, sauf que il n'y avait pas de commun qui se créait. Alors, hier, vous êtes revenu hier des États-Unis. Non, je suis revenu d'Oujda. Avant, j'étais aux États-Unis, juste la veille. Demain, donc, alors, Télérama, bien sûr, c'était le passage obligé. Demain, vous repartez au Brésil. Alors, dans quelques jours, il va y avoir le second tour des élections présidentielles. Donc, Bolsonaro et le candidat d'extrême droite est crédité, selon les sondages, d'à peu près 59% des voix. Hein, donc, il va passer. Vous êtes citoyenne d'honneur de la ville de Sao Paulo. Quel sentiment vous inspire cette situation politique ? L'horreur. L'horreur, la peur, la terreur pour le Brésil et pour l'ensemble du continent américain, parce que entre Trump et Bolsonaro, il n'y aura pas grand-chose pour résister à la marée populiste et au démantèlement des choses qui, enfin, moi, me tiennent à cœur, comme l'université ou les régimes de santé. Voilà. En 2009, vous aviez dirigé un volume qui s'appelait L'Appel des appels. Hein, donc c'était un collectif qui s'insurgeait contre la destruction des savoir-faire, aussi des métiers. Oui, oui. Et notamment, vous repreniez les arguments qu'avait formulé le candidat aux élections présidentielles en 2007, c'était Nicolas Sarkozy. Et donc déjà, il y a un des thèmes que vous combattez avec ferveur, c'est l'évaluation. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, non, parce que ce livre, on pourrait le rééditer aujourd'hui, rien ne bougerait. Hein, il serait exactement d'actualité. Oui. L'appel des appels, c'est quelque chose. Il faut prononcer le nom de Roland Gori. Hein, c'est lui qui l'a, autour de qui se sont cristallisés l'ensemble des mécontentements et des difficultés éprouvées sous Sarkozy. Et en effet, l'évaluation est un problème non réglé. On voit bien ça. D'ailleurs, l'actuel ministre Blanquer était déjà dans le collimateur à l'époque de Sarkozy. Enfin, je veux dire que la manière dont il faisait évaluer les petites classes, c'était juste après les maternelles. Même les maternelles, il fallait remplir, il fallait cocher des cases pour dire si tel enfant avait la faculté de. Enfin bon, c'est atroce. C'est atroce, c'est-à-dire que ça essentialise, au fond, à la fois les savoir-faire et les difficultés. Plus rien ne bouge. C'était très grave et on s'insurgeait contre ça. Mais moi, je voudrais... je vais prendre ça peut-être un petit peu autrement. Enfin, comme je voudrais prendre ça de manière un peu plus globale. C'est-à-dire que nous, on est tous, aujourd'hui, on vit dans un Google monde. On est habitué à ranker, à classer.
et à classer, en l'occurrence, en croyant que ça, c'est démocratique. C'est-à-dire que c'est ce que Google dit, prétend de lui, il prétend que il fait de la démocratie culturelle. Parce que chacun peut intervenir en cliquant et en faisant monter quelque chose qui va arriver au premier rang, dans le rang de page de Google. C'est comme ça que ça se passe, Google Rank. Bon, et au fond, on nous demande à tous de faire la même chose, c'est-à-dire de nous classer au premier rang, et peu importe comment et pourquoi, et de faire en sorte que la France soit au premier rang, et que l'institution scolaire française, etc. Bon, et comment est-ce que ça s'évalue? Mais ça s'évalue de manière, justement, quand on regarde de près, à chaque fois terrifiante. Par exemple, moi je prends un exemple que je connais bien, qui est celui du facteur H. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est que le facteur H. Le facteur H, ça nous vient du Canada. C'était un truc qui était utilisé dans les revues médicales pour classer la validité des articles. Et quand c'est dans un circuit fermé, avec des médecins, ce qu'on appelle peer review, hein, quand c'est vu par ses pairs, ça peut encore avoir un certain sens. Mais quand on demandait, moi en tant que chercheur chez CNRS, eh bien on me demandait d'avoir un bon facteur H, c'est-à-dire de publier beaucoup d'articles et qui étaient beaucoup cités. Hein, c'est la pondération entre le nombre d'articles publiés et le nombre de citations qui en est fait. Ça fait le facteur H. Attention, pas n'importe où, dans des revues classées A, parce que c'est mieux, comme on vous donne des points, une revue classée A, c'est mieux d'être publiée dans une revue classée A et citée dans des revues classées A. Et donc, ces revues, en général, elles sont anglophones. Bon, donc du coup, on vous demandait d'écrire en anglais, parce que ça, c'est quand même mieux. Bon, vous allez être mieux classé. Et puis la France, elle va monter. Le CNRS, il va monter dans le classement des institutions, et la France, elle va monter dans le classement de Shanghai. Donc voilà. Donc, l'idée du ranking est absolument liée à l'idée de l'évaluation. L'évaluation, c'est un discours commun qui se fait en globish, en global English. Hein. C'est-à-dire que la seule langue partagée par tous ceux qui évaluent, c'est une non-langue, une langue de communication qui n'est absolument pas une langue réelle, qui est la langue des évaluateurs, à savoir le global English, parce que bon. Espéranto normatif alors. Ouais, enfin espéranto, c'est gentil c'est méchant pour l'espéranto, parce que c'est pas du tout la même intention. Mais en tout cas, oui, c'est la seule langue qui est une non-langue que partagent tous vos pairs de tous les pays, à condition d'avoir fait tomber tout ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'ils savent. Bon, en gros, c'est ça. Alors. Ça c'est un dossier. C'est comme ça qu'on fait des dossiers aussi pour la communauté européenne. Et c'est comme ça qu'on obtient des financements. On n'en obtient plus autrement. Donc, il faut comprendre à quel point c'est violent et à quel point ça bouffe absolument tout ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que maintenant, il faudrait écrire comme ça. Bon, et il faudrait être jugé comme ça. Et il faudrait gagner des points comme ça et monter comme ça. Donc, en gros, l'évaluation, y compris l'évaluation en maternelle, ça est lié à tout ce continent de l'évaluation qui est quelque chose qui tue les cultures et qui tue les langues. Et si j'ai fait un dictionnaire des intraduisibles, on va peut-être y venir, vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles, c'est-à-dire si j'ai travaillé sur la différence des langues, on était 150 à le faire. Quand je dis jeu, c'est toujours un jeu collectif. C'est nous. Bon, sur la différence des langues et sur ce que chaque langue et chaque culture apporte, et comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, quels sont les symptômes, quel savoir-faire avec les différences oblige. Pour moi, la traduction, c'est le grand modèle, à la différence de l'évaluation. La traduction, c'est un savoir-faire avec les différences. Bon, et si on cherche à traduire, eh bien, on va essayer de comprendre au moins deux, soi-même et un autre, et on se comprendra par l'autre. Et on restera entre les deux, entre deux langues, entre deux savoirs, etc. Bon. Donc, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et pour moi, c'est le contraire de l'évaluation. Voilà. Donc, en fonction, ce dictionnaire des intraduisibles, si vous voulez, il avait un but. À l'époque, il a déjà il a 15 ans, je crois. C'était de prévenir que en Europe, il faudrait ni globish, ni nationalisme ontologique,
ni globish, c'est-à-dire ni langue commune, pseudo-langue, langue d'évaluation, ni nationalisme ontologique, c'est-à-dire génie des langues et enfermement dans une langue et une culture comme unique, c'est-à-dire Heidegger. Oui. Voilà, Heidegger, les Grecs, et l'Allemagne, encore plus grecque que les Grecs. Bon. Et tout ça enraciné dans une race et dans un peuple. Bon. Donc, ni globish, ni nationalisme ontologique. Voilà. Y a-t-il des Grecs dans la salle qui voudraient poser une question Oui, madame je voudrais savoir pourquoi aujourd'hui... Alors, il y a un mot qui a circulé, je pense. Petit ouvrage, c'est qui celui-là Hurlez, oui, absolument. Vous êtes dans l'agora, donc voilà, vous prenez la parole. Pourquoi aujourd'hui, les philosophes n'arrivent pas à faire bouger nos politiques, la fois française et internationale, par leur sagesse, leur étude et le fait de pouvoir prendre un recul suffisant pour analyser et poser des jalons que chacun... Je sais par exemple au Bhoutan et au Tibet, les élèves sont sur une place lors de la matinée et ils s'invectivent. Il y en a un qui se lève, il s'invective et ils peuvent comme ça parler de tout et ne pas avoir la réponse super bien à la question. Mais chacun va se lever et pouvoir invectiver l'autre sur un ou plusieurs problèmes. Et je pense que vous, philosophes, vous êtes là pour ça. Par rapport à nos politiques. Et rien n'est fait puisque rien ne bouge en soi, quoi. Je ne sais pas si la philosophie a vraiment réussi à jour à faire bouger quelque chose. On dit que oui, mais si vous regardez... Bon, c'est comme ça qu'on parle de l'aurore grecque, hein, où les philosophes et les politiques étaient joints. En même temps, il y a une différence considérable entre Aristote et Périclès. Bon, c'est énorme. Il y a aussi déjà un monde là, où entre bon. Sauf que ce qui se passe, et c'est comme ça que je dirais, c'est que disons les gens, tout un chacun, à condition de considérer que tout un chacun en démocratie grecque, c'était ni les femmes, ni les esclaves, bon, hein, ni les métèques. Tout un chacun, très très restreint. Tout un chacun était cultivé. Tout un chacun avait les mêmes textes en tête. Justement, tout un chacun connaissait Homère, par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce que tout un chacun qui est beaucoup plus large? Et ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que les femmes puissent faire partie de tout un chacun. Que parfois, des gens qui viennent d'ailleurs puissent faire partie de tout un chacun. Bon, ça c'est déjà pour moi quelque chose d'extraordinaire, hein, enfin d'extraordinaire par rapport à la Grèce, de bien mieux. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que tout un chacun partage? Déjà, ça c'est compliqué, et je ne suis pas sûre que tout un chacun partage la même culture, ni que c'est ça. Ni que ce soit la culture qu'on ait envie de faire partager. Et je crois, moi, que sans culture, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage, justement. Alors, c'est pour ça que quand on coche pour savoir quelles sont les... Quand on coche les cases pour savoir quelles sont les compétences, s'il y avait un mot sur lequel je tirerais volontiers à boulet rouge, c'est le mot de compétence. Hein. Les compétences, c'est peut-être le contraire de la culture. Bon. Quels sont les textes qu'on partage? Quelles sont les choses qu'on lit ensemble? Quels sont les apprentissages, disons, non immédiatement efficaces qu'on a en partage et qu'on enseigne? Je ne sais pas. Mais, moi, je pense que... si vous voulez, par exemple, si on se place sous Trump, je me demande bien ce qu'il a lu. Ouais. Voilà. Alors que, pour Emmanuel Macron, je sais ce qu'il a lu. Un peu. Voilà. Il va falloir libérer la salle là, pour le débat suivant.
pardonnez cette question un peu people, mais lors de la réception à l'Académie, quelques jours avant, on va vous remettre, en principe, la tradition le veut, une épée. Alors, de toutes les femmes qui ont été reçues à l'Académie française, il n'y en a qu'une, je crois, c'est Jacqueline de Romilly, qui ne voulait pas d'épée, qui voulait un petit sac brodé. Mais vous allez accepter l'épée ? Mais on va c'est pas qu'on l'accepte, on doit la faire faire. Oui, bon, avec alors, le pommeau, avec les emblèmes qui... avec la phrase et à la manière qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a eu des épées en cristal, il y a eu des... Bon, moi, je voudrais une épée qui puisse dire quelque chose. Bon, ouais, j'ai appris que l'épée, alors ça je viens de l'apprendre, que l'épée c'était pas pour défendre la langue française à l'épée, hein, ce que je croyais. Bon, c'est pour dire au roi que on peut tout lui dire. Et que donc c'est pour dire qu'on est armé pour tout dire. Ce qui n'est pas pareil. Hein. Ce n'est pas de la défense, c'est vraiment, au fond, dire vrai et prospectif. Bon. Ça vous correspond, ça, hein. Je ne sais pas, mais bon, j'aimerais bien. Donc, du coup, pardon ? Une autorisation. Voilà. Et donc, cette idée-là me plaît beaucoup plus. Donc, je pense que, en tout cas, le sac à main, ça ne me plaît pas. Parce que entre une épée et un sac à main, vous voyez bien le freudisme sous-jacent, ça me plaît pas du tout. Donc j'aime mieux une épée, mais maintenant j'aimerais une épée un peu différente, qui soit pas forcément une arme, et j'essaye et qui pourrait faire rire mes petits enfants. Ou bon, voilà. Donc j'essaye de travailler là-dessus. Vous avez une idée quand même, dites-la. Allez. Non, parce qu'elle n'est pas mûre. Mais mon idée, c'est que ça soit plutôt un truc virtuel. Comme à la Jedi, bon, un truc un peu virtuel. Mais j'aime pas non plus l'idéologie Jedi, donc c'est pour ça que ça m'embête de prononcer ce mot-là. Mais enfin bon, une épée virtuelle, ça me plairait. Voilà. D'accord. Comment ? Pour l'instant, j'imagine que ça pourrait être cette phrase de Derrida qui dit « plus d'une langue ». Oui. Ben écoutez, merci beaucoup Barbara Cassin d'être venue à cette journée Télérama. Ça a été un grand plaisir pour nous et je vous souhaite un bon voyage donc demain pour le Brésil. Merci à toutes et à tous. En tout cas, Barbara Cassin va pouvoir signer ses livres à la librairie. Merci.